À toutes et tous et bienvenue pour cette conférence. Je suis honoré au nom du conseil scientifique de présenter Pierre Singaravellu. Faut-il le présenter? Je ne sais pas, mais je vais rappeler quelques éléments de biographie. Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et on vous doit de nombreux livres sur les empires coloniaux au XIXe siècle. Vous êtes un spécialiste aussi de l'histoire contrefactuelle, sur laquelle vous avez également beaucoup écrit. On vous doit plusieurs ouvrages décisifs. Je pense notamment récemment à Tianjin Cosmopolis, un ouvrage qui est publié aux éditions du Seuil et qui vient d'être traduit aux presses universitaires de Columbia. Vous êtes aussi un amateur et un spécialiste des musées, et vous êtes à l'origine de plusieurs expositions. Vous avez été co-commissaire d'une exposition sur le monde vu d'Asie au musée Guimet, et récemment au MUSEM, une exposition sur une autre histoire du monde, c'est-à-dire la façon aussi dont on se représentait l'espace, la Terre, l'écoumène dans différentes parties du globe. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un musée en particulier, on va y venir, mais vous avez travaillé avec les musées d'Orsay, avec également le musée du Louvre, vous avez fait une résidence et vous allez nous présenter ce livre qui a obtenu le Grand Prix de l'Académie française 2024. Donc, vous voyez, nous sommes dans le vif de l'actualité éditoriale. Un très beau fantôme du Louvre, les musées disparus du XIXe siècle, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Merci Pierre Singaravellu. Merci Guillaume, merci pour cette présentation exhaustive. Oui, vous savez que les musées, qu'ils soient petits ou grands, sont en train de revisiter leur histoire. En fait, ils ne cessent de le faire à travers le travail minutieux des conservatrices et des conservateurs qui ne cessent d'inventorier, de classer, d'exposer les œuvres. Et ce travail de revisitation, il résulte aussi d'une demande sociale croissante, qui est celle des citoyens, celle des associations, des militants aussi, qui souhaitent davantage connaître l'histoire des collections et des institutions qui accueillent ces œuvres. Et donc, les musées français, notamment les plus anciens, ceux qu'on a appelés les petits Louvres, qui ont été créés en province à partir de 1793, ont été créés précisément par les révolutionnaires qui ont saisi et ensuite nationalisé les collections royales. C'est une histoire qui est bien connue, bien documentée. Alors pas seulement les collections royales d'ailleurs, les collections ecclésiastiques, les collections aristocratiques. Et on sait bien que le musée dans sa forme moderne, c'est-à-dire celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, ce modèle du musée occidental, alors je précise modèle du musée occidental parce que on est en train de s'apercevoir qu'il existe d'autres modèles. C'est-à-dire qu'il existe d'autres pratiques de collecte et de monstration dans les sociétés non européennes. Et ça, c'est sans doute dans les années à venir le front pionnier, ce qui va nous requérir, nous, chercheuses et chercheurs, quelles que soient d'ailleurs nos disciplines. Donc ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais il me semble que c'est l'un des sujets les plus importants pour nous, c'est-à-dire un vrai décentrement. Et tout reste à faire d'une certaine mesure sur cette question. Mais concernant le modèle occidental du musée, eh bien, il provient, pour dire les choses très rapidement, du mouvement encyclopédique qui s'épanouit à partir du XVIIIe siècle dans l'Europe des Lumières. Et le Louvre, comme le British Museum, a quelques décennies d'écart. C'est-à-dire le British, c'est en 1753, le Louvre en 1793. Eh bien, constituent les deux prototypes de ce musée qui, en fait, d'emblée, se définit comme un musée universel. En fait, la loi de 1753 qui fonde le British Museum dispose que, je cite, tous les arts et les sciences sont liés les uns aux autres, tandis que le Louvre, dès sa fondation en 1793, s'adresse à toutes les nations du monde. C'est très important dans le projet révolutionnaire. On l'a oublié, en fait, le Louvre est d'abord pensé pour les artistes, certes,
et les nombreux copistes qui vont peupler le Louvre pendant des siècles, mais aussi pour les étrangers. Ainsi, jusqu'au milieu du XIXe siècle, en fait, les visiteurs français lambda n'ont accès au Louvre qu'un seul jour par semaine. Tandis que les artistes, les militaires et les étrangers peuvent y accéder tous les jours de la semaine, à l'exception du lundi qui est, la plupart du temps, le jour de nettoyage des salles. Alors, je vais commencer par vous montrer un tableau qui représente précisément tous ces étrangers devant le Louvre. C'est un tableau qui a été oublié, qui a été relégué, disons, jusqu'à aujourd'hui dans les réserves du musée. C'est une œuvre d'Alexandre Véron-Bellecourt du tout début du XIXe siècle, qui a été exposée au salon de 1806 et qui s'intitule « Allégorie à la gloire de Napoléon », sous-titré « Clio montre aux nations les faits mémorables de son règne ». Alors vous voyez à l'écran Clio qui tient une ardoise, qui précisément énumère les hauts faits, les victoires, les principales réalisations de Napoléon. Elle présente ces hauts faits à différents personnages représentant les différents peuples de la planète. À gauche, vous pouvez voir le buste de l'empereur des Français, qui est couronné de laurier, qui est vêtu d'une toge, ainsi que la formule laconique Veni Vidi Vici, qui est prêtée par Jules César, prêtée à Jules César, pardonnez-moi, notamment par Suétone. Et cette représentation de César en empereur, de Napoléon en empereur romain, eh bien, permet à Véron-Bellecourt de relier Napoléon à cette histoire impériale romaine dont il serait l'héritier. Et donc on a là une magnifique illustration de la théorie de la translatio imperii, dans laquelle eh bien, l'empire napoléonien succède au début du XIXe siècle aux grandes civilisations qui ont successivement éclairé le monde depuis l'Antiquité. Alors ce qui nous intéresse plus précisément dans ce tableau, c'est qu'à l'arrière-plan, vous pouvez deviner le Louvre. Le Louvre, massif et majestueux, qui incarne précisément ici à la fois la civilisation, avec une majuscule, et l'histoire que ce musée donne à voir aux visiteurs dans ses galeries. Et donc vous avez l'inscription sur la tablette du Louvre achevé, qui figure en bonne place parmi les chefs-d'œuvre de Napoléon. Mais alors, à y regarder de plus près, cette toile qui apparemment est hagiographique se révèle en fait profondément ambiguë, puisque les peuples du monde sur la droite semblent tout sauf réceptifs au message de la muse. Ils semblent même parfois plutôt réfractaires. Vous avez un homme qui joint ses mains et lève les yeux au ciel. Alors, s'agit-il d'une expression de gratitude ou au contraire d'une supplique? Les yeux du personnage noir qui trahissent une certaine perplexité, voire de la méfiance à l'égard de cette démonstration de la muse Clio. Puis à droite, le Mandchou qui est aisément reconnaissable à sa natte, ainsi que l'Amérindien avec ses plumes bariolées, paraissent carrément dubitatifs, désabusés. Et puis vous avez à l'extrême droite le mandarin Han, avec sa jolie coiffe ornée d'un dragon, qui détourne, lui, franchement, le regard. Alors, ça a été pour moi un point de départ pour cette enquête sur ces musées disparus du Louvre, parce que au fond, cette interprétation du tableau de Véron-Bellecourt nous montre bien que ce grand récit bien huilé de la France sur sa domination du monde, ce qu'on a appelé tout simplement l'histoire avec une majuscule, ne paraît pas convaincre tous les protagonistes de ce tableau. Et j'ai tout simplement tenté, dans ces fantômes du Louvre, en fait, d'appréhender les formes de ce projet mondial qui a été porté par le Louvre depuis 1793, en prenant également en considération, et ça fait l'objet dans le livre d'une partie dédiée, en essayant de prendre en considération les différentes manières dont ce Louvre avait été reçu, interprété, lu par les visiteurs étrangers, et notamment par ces visiteurs étrangers les plus éloignés géographiquement
et culturellement aussi selon les canons de l'époque, c'est-à-dire en l'occurrence les visiteurs de tous les pays d'Asie. Alors, avec ce tableau qui a été donné par la veuve d'Alexandre Véron-Bellecourt en 1851, il y a un autre document qui a inspiré, disons, ce travail au tout début. Il s'agit en fait d'un article du Charivari publié la même année, 1851, qui fait la une de ce journal satirique, qui est écrit par le rédacteur en chef du journal à cette époque, qui s'appelle Taxil Delord, dans lequel, eh bien, Taxil Delord décrit précisément le Louvre en ce milieu du XIXe siècle. On peut lire « On raconte des choses merveilleuses qui se sont passées récemment au Louvre. Ainsi, un visiteur entré au Louvre à l'âge de 22 ans en est sorti avec une barbe blanche. Il avait visité tous les musées depuis le premier jusqu'au dernier. On s'occupe en ce moment de réunir un certain nombre d'ingénieurs de la carte de France pour dresser la topographie exacte des musées. Des expéditions vont être, pardonnez-moi, dirigées dans l'intérieur du Louvre. On espère pénétrer cette fois plus loin que tous les voyageurs qui se sont succédés jusqu'ici. Quelques savants ont essayé de fixer au juste le nombre des musées contenus dans le Louvre. Musée de peinture, musée de sculpture, musée espagnol, musée de dessin, musée maritime, musée de la Renaissance, musée égyptien, musée assyrien, musée algérien, musée chinois, musée copte, musée hindou. Après cela, il est impossible de compter. J'ai rencontré l'autre jour, écrit Taxil Delord, le grand critique Barbanchu, cet écrivain de tant de style et d'esthétique. Mon cher ami, m'a-t-il dit, je vous annonce une nouvelle qui doit exercer la plus grande influence sur l'avenir des beaux-arts. Laquelle ? Demande le journaliste. On va créer 162 nouveaux musées au Louvre. En vérité ? L'interroge-t-il. La chose est certaine et vous pouvez l'annoncer au public. Nous aurons le musée des pipes, contenant tous les instruments en usage chez les différentes nations du monde et à toutes les époques pour se livrer au plaisir de fumer, depuis le tchibouk enrichi de pierreries jusqu'au simple brûle-gueule culotté, le musée des perruques, le musée des pantoufles, le musée des parapluies, le musée des brosses, le musée des casquettes, le musée des assiettes, le musée des pots, le musée Huron, le musée Iroquois, le musée Auvergnat. Combien de temps faudra-t-il maintenant pour visiter les musées du Louvre demandai-je au grand critique Barbanchu. 2 ans, me répondit-il, mais on organise des caravanes et on pourra voyager en toute sûreté. Un jour ou l'autre, nous entreprendrons le voyage du Louvre. Donc cet article a été au tout début de l'enquête, évidemment, une source d'inspiration pour moi, une invitation aussi à ce voyage extraordinaire dans les différents musées du Louvre, parce que, comme cet article du Charivari le rappelle fort justement, le Louvre au XIXe siècle, ça n'est pas un seul musée, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui. Ce sont des musées différents avec des entrées bien distinctes. Alors, nombre d'entre eux, le musée algérien, le musée ethnographique, le musée chinois, le musée mexicain, ont été inaugurés à la veille de la parution de cet article. Un article qui, de manière drôlatique, en fait, manifeste l'exceptionnelle créativité qui caractérise le Louvre en ce milieu de XIXe siècle. C'est ça qui m'a intéressé, c'est que ces différents musées constituent pendant plusieurs années un extraordinaire laboratoire d'expérimentation muséographique, d'expérimentation aussi historique, un laboratoire où, pour la première fois, il est possible de comparer des formes artistiques du monde entier. Ces nouveaux musées donnent corps à la vocation universaliste du monde, du Louvre, pardonnez-moi, que j'évoquais en commençant. Et ces différents musées, alors on ne va pas avoir le temps d'évoquer tous ces musées, mais tous ces musées résultent également de l'expansion coloniale et impériale de la France
entre les années 1820 et 1870, à la fois en Afrique, en Asie, en Océanie, mais aussi en Amérique latine, avec cet empire informel, notamment sous le Second Empire. Ces musées disparaissent toutefois plus ou moins rapidement au cours du XIXe siècle, et à l'exception des conservatrices et des conservateurs du musée du Louvre lui-même et de quelques historiennes et historiens de l'art qui en ont gardé la mémoire, eh bien, ces expériences muséales sont tombées dans l'oubli. Alors que le Louvre est en fait un palimpseste, un lieu assez extraordinaire où ont été écrites et exposées des histoires de l'art. Des histoires de l'art très diverses et qui ont été en grande partie oblitérées par le grand partage qui s'est opéré dans la seconde moitié du XIXe siècle, le grand partage entre les beaux-arts, l'archéologie, les arts décoratifs, les arts utilitaires et l'ethnologie, dont on va parler plus précisément aussi aujourd'hui. Alors ces expériences muséographiques qui ont été oubliées, en fait, nous permettent sans doute de mieux comprendre le statut paradoxal du Louvre. Comprendre en fait pourquoi le Louvre, aujourd'hui, lorsque vous en parlez, en France comme dans le monde, dans le reste du monde, est souvent considéré comme le prototype du musée universel, accueillant les arts du monde entier exactement au même titre que le Metropolitan Museum ou le British Museum. Alors qu'en fait, le Louvre eh bien, exclut de ses collections, comme vous le savez, en réalité la majeure partie des arts de l'Afrique, de l'Asie et des Amériques. Et ce sont précisément ces musées disparus qui permettent de comprendre comment, eh bien, dans l'inconscient collectif, l'histoire du Louvre justifie encore et conditionne, au fond, cette image de musée universel. Ces musées disparus nous invitaient donc, à travers cette enquête qui a débuté à la fin de l'année 2021, au début, disons, de l'année 2022, à reformuler la demande sociale, la demande politique qui prévalait alors et qui continue d'ailleurs à prévaloir un peu partout dans le monde, celle de décolonisation des musées. C'était l'injonction, le message adressé à tous les grands musées du monde. Ici, à travers ces fantômes, il s'agit moins de décoloniser le Louvre, vous l'avez compris, que, au fond, de le repeupler de ces milliers d'œuvres africaines, océaniennes, américaines, asiatiques, disparues ou bien souvent transférées dans d'autres musées, parfois des musées, des petits musées de province, ou alors d'autres musées nationaux. Alors comment procéder pour redonner vie à ces fantômes? J'ai tenté de retracer l'histoire de ces différents musées qui n'existent plus en adaptant ma méthode à chacun d'eux. Donc ça a donné lieu à en fait 5 enquêtes qui concernent 5 musées ou 5 groupes de musées. Je vais aujourd'hui, sans spoiler l'essentiel du livre, vous donner, disons, essayer de vous raconter une enquête parmi ces 5 petites recherches. Concernant cette fois les collections ethnographiques du Louvre. Pour ces collections ethnographiques du Louvre, j'ai décidé d'adopter la méthode régressive. Une méthode régressive qui s'est imposée à moi parce qu'il fallait débuter cette enquête avec un événement récent qui a consacré l'introduction des arts dits premiers au Louvre, un événement dont vous avez entendu parler, y compris les plus jeunes d'entre vous, qui a eu lieu en l'an 2000 et qui est l'inauguration du pavillon des sessions au Louvre. Et un pavillon des sessions qui, au sein du Louvre, semble répondre à une interrogation qui traverse le monde des musées et des historiens de l'art pendant tout le XXe siècle. Alors vous pouvez voir à l'écran
une affiche qui célèbre cette ouverture du pavillon. Cette ouverture du pavillon, elle marque en fait le terme d'une étonnante amnésie collective, d'une très longue période d'occultation de l'existence en fait d'un de ces musées disparus, qui est le musée ethnographique du Louvre, qui est sans doute l'un des premiers musées ethnographiques au monde, historiquement, fondé officiellement en 1850, même si on va le voir, il existe des collections ethnographiques au Louvre avant 1850. Et pour relater les origines de cette expérience muséographique singulière, puis son oubli, eh bien, j'ai choisi d'inverser la chronologie en commençant par la fin de l'histoire pour échapper au piège de la téléologie et puis surtout pour retrouver des généalogies oubliées ou des embranchements insoupçonnés. Alors, cette inauguration du pavillon des sessions en 2000, elle marque une véritable révolution qui est résumée par son inventeur, Jacques Kershach, qui écrit « Le temps du mépris est révolu, l'art primitif vient d'entrer au Louvre ». Nous sommes en 2000. Les arts d'Afrique, d'Amérique et donc d'Océanie, qui étaient jusque-là relégués pendant plus d'un siècle au plus bas de l'échelle évolutionniste de l'histoire de l'art, trouvent enfin leur place au Louvre. Bon. Par cette translation au Louvre, ces objets ethnographiques, qui proviennent d'ailleurs à ce moment-là majoritairement du musée de l'Homme, se muent automatiquement, c'est la magie et la puissance du Louvre, en incontestable chef-d'œuvre de l'humanité. Jacques Kershach revendique explicitement une approche décontextualisante. Il faut, déclare-t-il, se débarrasser de la date et de la matière de l'œuvre, de leur origine géographique. Donc Kershach, c'est un personnage controversé qui est à la fois collectionneur, marchand d'art, collectionneur reconnu internationalement, et en même temps c'est un ancien trafiquant d'art. Il a quand même fait de la prison au Gabon en 1965. Kershach se distingue en faisant campagne à partir des années 1970 pour intégrer les arts premiers dans les collections du Louvre, à travers des pétitions, des expositions, en vain. Ça ne fonctionne pas, jusqu'à ce qu'il rencontre, en 1992, un autre autodidacte dans le domaine artistique, Jacques Chirac. C'est une rencontre officiellement fortuite. On ne saura jamais si Kershach avait cherché à le rencontrer en réalité à ce moment-là. Ça n'est pas n'importe où, c'est dans un des lieux à l'époque le plus sélect du monde, sur la plage privée du Palace Royal Palm à l'île Maurice. Ils se retrouvent tous les deux et ils deviennent très amis. Ils ont un goût commun pour les arts dits premiers, qu'on dénomme plutôt à l'époque art primitif. Et Chirac, une fois élu président en 1995, développe l'ambitieux projet de Kershach à travers le pavillon des sessions en 2000, et bien entendu, 6 ans plus tard, le projet du Quai Branly qui avait été lancé en 1998 et qui est inauguré en 2006. Parce que le pavillon des sessions, quand même, au Louvre, était conçu comme dans l'esprit de beaucoup, comme une préfiguration du musée du Quai Branly, qui s'est pérennisé. Donc ces arts premiers se trouvent enfin au Louvre. Et cela faisait longtemps que certains appelaient de leurs vœux, à l'instar du réalisateur Alain Resnais, cette intégration des arts, notamment africains, dans les collections du Louvre. Alain Resnais regrette qu'à Paris, je cite, la sculpture africaine soit conservée non pas au musée du Louvre, mais au musée de l'Homme. C'est un scandale, selon lui, et c'est ce scandale qui se trouve à l'origine, c'est lui-même qui l'écrit à nombreuses reprises, de son fameux documentaire « Les statues meurent aussi », co-réalisé avec Chris Marker et achevé en 1953. Alors, ce film, que vous connaissez sans doute, entreprend une éloquente réhabilitation des arts africains en conférant une égale dignité aux œuvres d'art européennes et aux œuvres africaines. Mais dans le même temps, la voix off émet une critique radicale de l'idée même de musée, considérée comme une institution mortifère. Quand les statues sont mortes, la voix off c'est le comédien Jean Negroni, quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art, cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture.
Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. Donc dans l'œuvre de René et Marqueur, il existe une contradiction, une tension très forte entre la nécessaire reconnaissance des statues africaines et leur inévitable déchéance, une contradiction qui semble insoluble. En fait, cette antinomie, elle trouve son explication, selon moi, dans les diverses sources dont s'inspirent les réalisateurs qui, il faut le dire, étaient à l'origine totalement néophytes en matière d'art africain. Ils ont lu d'abord André Malraux, qui, dans La Voix du silence, publié juste avant, en 1951, critique la métamorphose des objets ethnologiques en œuvre d'art. Ils s'inscrivent aussi dans la filiation de la réflexion du conservateur Georges-Henri Rivière, qui est le fondateur en 1937 du Musée national des arts et traditions populaires, qui, dès 1930, s'oppose fermement à l'introduction au Louvre, qu'il considère comme un musée des beaux-arts, donc inadapté, pour accueillir des œuvres provenant d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Ces objets, selon eux, selon Rivière, selon Malraux, doivent prendre place dans des institutions dédiées, des musées d'ethnographie qui existent déjà à cette époque, évidemment, qui appréhendent pour leur part ces œuvres dans le cadre d'un paradigme fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas de se focaliser sur cette esthétique décontextualisante à la Kershach, mais plutôt sur les usages sociaux, religieux, etc. de ces artefacts. Alors pourquoi les réalisateurs des statues ne meurent jamais, qui sont convaincus par cette critique ethnologique des musées d'art, ont tout de même pris comme point de départ la regrettable absence de l'art africain au Louvre? Pourquoi cette contradiction? On peut penser que Charles Raton n'y est pas pour rien. Alors Charles Raton, on l'a tous oublié, mais c'est le conseiller artistique principal des réalisateurs qui a exercé une influence décisive sur eux. C'est un galériste très connu à l'époque qui a sélectionné les 135 œuvres montrées dans ce film et qui s'est chargé de l'éducation artistique des réalisateurs. Et Charles Raton, lui, c'est un fervent partisan de l'introduction des arts primitifs au Louvre. Et il faut dire qu'il y a un intérêt personnel, car il collectionne lui-même ces objets. Et qu'il organise, dès les années 1930, plusieurs expositions d'artefacts du monde entier. Et donc ce débat des années 1950, en fait, fait écho à une vaste enquête lancée en 1920 par le critique d'art anarchiste et anticolonialiste que vous pouvez voir représenté à gauche, Félix Fénéon, une enquête très célèbre dans l'histoire de l'art pour savoir si ces arts lointains doivent entrer dans le grand musée parisien. Et à cette question posée par Félix Fénéon, les arts lointains iront-ils au Louvre? 20 artistes, historiens de l'art, ethnographes, administrateurs coloniaux, explorateurs militaires, collectionneurs, marchands d'art répondent de manière très différente. Une minorité, animée par une conception évolutionniste de l'histoire de l'art, exprime, comme vous pouvez l'imaginer, ses réticences. Et il révèle sans doute le point de vue d'une grande partie des élites françaises de cette époque. Par exemple, Jean Guiffret, qui est conservateur de la peinture au musée du Louvre à cette époque, affirme sans ambages « Les civilisations se ressemblent à leur origine, quelques-unes sont restées dans l'enfance. Il serait paradoxal de rapprocher leur balbutiement, si curieux soit-il, des œuvres les plus parfaites du génie humain, pour lesquelles le Louvre déjà manque de place. » Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des contributeurs soulignent les grandes qualités formelles des arts lointains, en préconisant l'ouverture du Louvre à ces arts extra-européens. Et à l'instar de l'ethnologue Arnold van Gennep, qui invoque la nécessaire prise en compte de l'altérité dans l'exercice de la réflexivité. Nous sommes en 1920, et van Gennep écrit « Il faut au moins rappeler que le plus utile et le plus stimulant est ce qui est autre, ce qui est différent de l'habitude. » Cette grande enquête de Fénéon
elle s'inscrit directement dans le contexte du développement des études savantes sur les arts dits primitifs, les arts extra-européens, dont la valeur est mise en exergue par un nombre croissant d'auteurs. Alors ce qui est intéressant, je dis un nombre croissant d'auteurs, mais pas n'importe quel auteur. Pas les universitaires. Il s'agit de travaux qui sont principalement produits par des amateurs, des érudits, beaucoup de collectionneurs, qui sont les promoteurs, à partir de 1910, du marché de l'art, d'un nouveau marché de l'art, dit primitif. Et c'est par ce biais, c'est une histoire qui est très connue, que les artistes avant-gardistes, Derain, Matisse, Picasso ou encore Braque, commencent à collectionner, à acquérir des statuettes africaines, notamment dans la boutique parisienne de Paul Guillaume, qui joue un rôle d'intermédiaire décisif, qui a ouvert cette galerie dédiée aux sculptures nègres et à l'art moderne. Alors c'est très intéressant parce que ces acteurs, bien souvent, collectionnent en même temps les arts dits primitifs et l'art moderne. Il y a une véritable perméabilité dans le goût des collectionneurs dans ces deux formes d'art. Et à l'écran, vous pouvez voir une double page du catalogue de l'exposition qu'il organise, Paul Guillaume, en 1917 dans sa boutique galerie, où, à défaut de mettre à l'honneur, comme vous pouvez peut-être le lire, à défaut de mettre à l'honneur les artistes africains anonymes, il indique le nom des célèbres collectionneurs. On peut voir ici une statuette du Soudan et un masque du Gabon, appartenant au peintre Henri Matisse. Alors Paul Guillaume s'inspire du poète et théoricien Guillaume Apollinaire, qui est un des premiers à collectionner des sculptures africaines à partir de 1910. Et Apollinaire institue avec force le statut artistique de ces objets, osant écrire dès 1909 que le Louvre devrait recueillir certains chefs-d'œuvre exotiques dont l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des beaux spécimens de la statuaire occidentale. À cette époque, c'est le musée du Trocadéro, c'est le musée d'ethnographie qui accueille ces collections non européennes, un musée très mal entretenu, un musée où les gardiens font totalement défaut, et un musée qui constitue une ressource inépuisable pour les collectionneurs, comme Tristan Tzara, qui y volent directement des pièces. Ils se servent tranquillement. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut documenter ce type de pratique, et concernant en plus des personnages historiques importants. Eh bien, on le sait par exemple dans le cas de Tristan Tzara, car, certaines pièces de la vente aux enchères de sa collection possédaient encore leur étiquette du musée du Trocadéro. Alors, si l'on fait abstraction de ce cénacle restreint des amateurs d'art primitif, l'immense majorité des historiens de l'art et des conservateurs français remettent en cause à cette époque la valeur artistique de ces artefacts. En réalité, si on prend l'exemple des discussions à l'occasion de la fondation du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878, il suffit de lire les déclarations des différents membres de la commission d'installation du musée d'ethnographie, des membres qui sont censés être plutôt connaisseurs, amateurs de ces œuvres venues d'ailleurs. On peut lire sous la plume de l'éminent architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui se fait là le disciple fidèle de Gobineau, une critique vive de toute capacité des populations africaines à devenir artistes. Il écrit « Quant aux Noirs, dépourvu de ce régulateur qui n'abandonne jamais l'esprit du blanc, incapable de fixité dans ses idées, il laisse son imagination s'égarer jusqu'à concevoir et enfanter des monstres en toutes choses. Il est adroit, subtil, ingénieux, mais trop fantasque pour être artiste, comme nous l'entendons depuis l'Antiquité, car il n'y a pas d'art sans loi et sans principe. »
Et son collègue Oscar de Watteville, alors qui lui est un haut fonctionnaire, directeur des sciences et des lettres au ministère de l'Instruction publique, eh bien, Watteville considère que le nouveau musée ethnographique ne peut et ne doit pas comprendre la manifestation la plus élevée et en même temps la plus spéciale de l'esprit humain, l'art. Tout objet artistique est réservé pour les collections du Louvre, qu'ils proviennent d'Italie ou de Grèce, de l'Orient ou de l'Égypte. Alors, c'est une affirmation d'autant plus étonnante, nous sommes en 1878, affirmation d'autant plus étonnante alors qu'il existe déjà un musée ethnographique au Louvre depuis un quart de siècle. Alors, comment expliquer une telle amnésie? En fait, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire y compris au moment de l'inauguration du pavillon des sessions où la plupart des acteurs ignorent cette histoire du Louvre. Eh bien, les contempteurs comme les promoteurs des arts dits primitifs réactualisent en permanence ce débat sur la valeur artistique de ces arts extra-européens, en convoquant le Louvre en tant qu'allégorie de l'art légitime et non comme institution muséale spécifique. Ils ignorent donc, volontairement ou involontairement, l'histoire du musée ethnographique du Louvre, qui est le premier du genre en France, et inauguré en 1850. Alors, on y trouve une extraordinaire collection d'objets hétéroclites des peuples qu'il est convenu d'appeler sauvages, comme l'écrit le conservateur Léon Morel-Facio, des armes, des bijoux, des costumes, des bas-reliefs, des jeux, des outils, des amulettes, la vaisselle en argent du dernier dé d'Alger, des haches de pierre peau-rouge, des pirogues océaniennes, des statues indiennes de divinités, des fétiches africains, des nacres, des ivoires chinois, des statuettes mexicaines en cire, etc., etc. Au total, 2760 pièces. Et grâce à l'inventaire du musée, nous connaissons la répartition géographique des collections en 12 sous-sections. Comme vous le voyez, l'Asie orientale avec plus de 1000 pièces et le monde pacifique avec plus de 700 pièces apparaissent surreprésentés par rapport aux autres régions du monde en raison des nombreux objets rapportés par les explorateurs, par les voyageurs, par les missionnaires, les militaires, les diplomates. Face à ce nouveau musée, les commentateurs sont d'emblée partagés. Dès l'inauguration en 1850, est-ce qu'il s'agit d'un trésor extraordinaire ou d'un Capharnaüm? Les avis sont partagés, mais tout le monde s'interroge sur la logique de classement. On reproche au musée de s'apparenter à un cabinet de curiosités conçu exclusivement pour les artistes. Les cartes font cruellement défaut, les cartels aussi, et le principe ordonnateur de la scénographie semble avoir été la quête d'une homologie des formes et des couleurs. Par exemple, on peut admirer un magnifique et spectaculaire trophée composé à la manière d'un beau bouquet, composé d'armes du monde entier, de Chine, des îles Fidji, de la Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Nord. Et à ce sujet, l'helléniste et indianiste Émile Burnouf relate avec beaucoup de précision et d'ironie ce musée ethnographique, plus tard, en 1876, en moquant cette recherche de l'homologie, y compris homologie des noms. Homologie des noms qui donne lieu à des mises en scène cocasses. Burnouf constate ainsi que l'on voit, je cite, on voit un Bouddha de marbre doré entre deux chefs indiens du Brésil. Et comme pendant, un autre Bouddha en bois doré entre deux chefs peau rouge. Il semble, écrit-il, que le mot indien appliqué au naturel de l'Amérique et aux riverains du Gange et de l'Indus ait été la seule raison qu'on ait eu de faire ces rapprochements monstrueux. Alors, ces collections ethnographiques du Louvre, elles sont finalement transférées ailleurs, à Saint-Germain, et puis surtout entre 1909 et 1929 au musée ethnographique du Trocadéro. Mais le Louvre conservait en fait des objets de type ethnographique avant l'inauguration du musée ethnographique en 1850.
Ces collections étaient exhibées dans une pièce dénommée la salle de la sauvagerie. Alors cette salle de la sauvagerie, on dispose de très peu d'éléments de description dans les archives. Elle est décrite précisément sur une feuille de brouillon conservée aujourd'hui au Musée national de la Marine. Le gouvernement de la Seconde République rassemble dans cette salle de la sauvagerie des objets de 83 régions différentes, du Japon, de Chine, du Groenland, des Grandes Plaines d'Amérique, des îles Samoa, du Danemark préhistorique, pour reprendre l'expression utilisée à cette époque. Et c'est un moment important parce que le Louvre prend précisément à l'occasion de la Seconde République le pas sur la Bibliothèque royale, l'éternel concurrent en cette première moitié de XIXe siècle, donc ce qui va devenir la Bibliothèque nationale. Et la Bibliothèque royale à ce moment-là, qui possédait de très importantes collections ethnographiques, eh bien abandonne l'idée de créer un musée ethnographique. Et c'est ce qui rend possible, précisément, quelques années plus tard, la création du musée ethnographique du Louvre. Cette salle de la sauvagerie, eh bien, elle-même succède en fait à la salle numéro 7. Véritable cabinet de curiosités où sont exposés à partir de 1830 des outils, des armes et des objets rares et curieux des contrées lointaines. Alors on la connaît, cette salle numéro 7, parce que le 29 juillet 1830, cette fois à l'occasion de la Révolution de juillet 1830, des Parisiens entrent au Louvre. Ils entrent au Louvre, ils brisent la statue du dauphin, le fils de Charles X, et puis ils s'introduisent dans cette salle numéro 7. Et ils volent des casse-têtes, ils volent 10 arcs, 40 flèches, 20 piques et des saguets, considérés comme des trophées de guerre et utilisés peut-être comme armes au cours des affrontements suivants. Cette salle numéro 7 accueille en outre plusieurs lots de pièces précolombiennes, océaniennes et africaines, des lots acquis en 1826 à l'occasion de la vente du cabinet de Dominique Vivant-Denon, et vous pouvez voir à l'écran une des gravures du catalogue de cette vente, une gravure intitulée « Monuments barbares, temps incertains ». Cette collection de Vivant-Denon devait former l'embryon d'un musée des peuples sauvages qui était censé s'enrichir au fur et à mesure, donc à partir de 1826, par les objets rapportés précisément par les explorateurs envoyés aux quatre coins du monde, et notamment à ce moment-là dans le Pacifique. Finalement, le gouvernement abandonnera ce projet de musée des peuples sauvages au profit du musée naval qui deviendra le musée de marine du Louvre. Alors, en août 1827, précisément où le gouvernement du roi Charles X envisage la création d'une salle dédiée aux objets ethnographiques, 6 individus déambulent dans les couloirs du Louvre. 4 hommes de grande taille, dont le dénommé Petit Chef, torse nu, chaussé de mocassins, le visage peint en rouge et bleu, paré de peau et de 3 plumes d'aigle à l'arrière du crâne. 2 femmes les suivent, cheveux noirs de jais plaqués avec de la graisse de bison, drapés dans une étoffe aux motifs géométriques. Cet étrange cortège suscite la curiosité des badauds, mais ils y sont accoutumés puisqu'ils ont rencontré nombre de curieux depuis qu'ils ont quitté au début de l'année 1827 leur Missouri natale, de l'autre côté de la Grande Eau, comme ils dénomment l'Atlantique. Ils se sont d'abord rendus à la Nouvelle-Orléans avant de rallier avec une cargaison de pelleteries, des pots transformés, le Havre. Ces robustes guerriers, qui sont des chasseurs de bisons, n'ont manifestement pas froid aux yeux et poursuivent leur visite du Louvre sans prêter attention aux réactions du public. Quand, au détour d'une salle, la salle des Antiques, ils tombent nez à nez sur le conservateur. Alors nos visiteurs, comme la plupart des Français d'alors, ignorent qu'il s'agit de l'un des savants les plus connus de tous les temps, Jean-François Champollion. Le père de l'égyptologie reconnaît immédiatement ces visiteurs de marque, puisque ce sont les fameux hauts sages
les vedettes du Nouveau Monde dont la presse relate quotidiennement le parcours, les exploits, notamment les visites de la Bibliothèque royale, leur visite de la cour du grand-père blanc, comme il surnomme Charles X, qui a été souverain d'un pays, qui est le souverain plutôt d'un pays qui a été longtemps présent sur les terres des Osages, le roi auquel ils font fumer le calumet de la paix. Et cette rencontre inopinée marque profondément Champollion. Parce que Champollion, à ce moment-là, se passionne pour l'Amérique. Il dévore les romans de Fenimore Cooper, notamment Le Dernier des Mohicans, qu'il se fait lire pendant ses longues crises de gouttes. Et Champollion se remémore quelques mois plus tard, en janvier 1828, cet épisode extraordinaire, cette rencontre, dans une lettre adressée à son amie Angelica Pali, poétesse toscane d'origine grecque. Il lui écrit « On a pu parler dans vos journaux d'une petite troupe de sauvages américains de la tribu des Osages qu'un capitaine de vaisseau s'est imaginé de conduire à Paris. Ces bonnes gens avaient conservé le costume de leur nation et vous devez vous figurer quel effet cela a dû produire sur nos badauds de Paris. Le chef de ces Osages, accompagné de 3 guerriers et de 2 femmes, vint visiter le palais du Louvre et je l'ai trouvé dans l'une des plus magnifiques salles du musée, ornée de riches colonnes des marbres les plus précieux, de tout le luxe des arts et remplie des chefs-d'œuvre de la sculpture antique. Le contraste de ces hommes presque nus et de ces figures stupidement immobiles, au milieu d'objets qui remuent si puissamment les idées et les sens des êtres civilisés, avait quelque chose d'affligeant. Alors, comment interpréter cette description ? Est-ce que Champollion cède à l'européocentrisme en reprenant à son compte les pires clichés de la supériorité de la civilisation occidentale ? Bien au contraire. L'égyptologue poursuit, ce contraste avait quelque chose d'affligeant, et je ne sais encore si c'était pour les sauvages ou pour nous. L'orgueil de la civilisation nous commande de dire que tout le tort était du côté des Osages. Quoi qu'il en soit, une foule de belles dames parisiennes, élégantes et merveilleuses au premier degré, se pressaient autour de ces enfants de la nature sans même s'apercevoir du froid dédain avec lequel leur curiosité était accueillie, ni remarquer le peu d'impression que leur charme et leur parure au dernier goût produisaient sur les héros de la fête. Champollion, en fait, est plein d'empathie. Il se met à la place des Osages pour inverser les rôles habituellement attribués à la civilisation et à la sauvagerie. Il poursuit, une femme Osage s'appelait Mianga. Ses traits étaient agréables, malgré la teinte de sauvagerie qui se mêlait singulièrement à une physionomie à la fois grave et douce. Le beau monde qui l'entourait n'obtint point un seul regard. Mianga paraissait toute renfermée sur elle-même. Elle se lève tout à coup, après avoir jeté un coup d'œil autour de la salle, traverse la foule, se dirige à pas comptés vers une colonne du fond et s'assit dans l'ombre projetée par la colonne, la face tournée vers le mur. Là, croisant ses bras sur les genoux, la tête baissée et les yeux fermés, elle commence à demi-voix un chant lentement cadencé et d'une tristesse déchirante. Je l'avais suivie, mais je me tenais à distance. Les belles dames n'imitèrent point ma discrétion. Elles entourèrent de nouveau la plaintive Osage, qui tout entière à ses souvenirs prolongea sa chanson pendant une demi-heure, sans se douter de la sotte curiosité qui, sans comprendre ses douleurs, voyait un frivole amusement là où la pitié, la sympathie et la compassion pouvaient seules trouver une place. Cette pauvre malheureuse pensait sans doute à son pays et aux êtres chéris qu'elle avait laissés, et nos belles parisiennes riaient. Je vous demande qui de Mianga ou de ces dames méritait le nom et l'accoutrement de sauvage. Bon, je ne développe pas sur cet épisode parce qu'ensuite ces Osages poursuivront leur parcours, leur périple, mais je voulais en fait, à travers cette enquête, montrer cette histoire longue de la présence des objets ethnologiques au Louvre. Alors on pourrait la faire remonter en fait à une forme de préhistoire, remonter au XVIe siècle, au moment où Charles IX fait rassembler dans ce palais les collections du cabinet de curiosités de François Ier. Et donc par intermittence, retrouver des moments forts, parmi lesquels le tout début
19e siècle, entre 1800 et 1803, et je terminerai par là, le moment où le secrétaire perpétuel de la Société des observateurs de l'homme, un des pionniers de l'anthropologie, Louis-François Geoffrey, eh bien, dispense des cours sur les races et leurs coutumes dans le Louvre. Et on est en 1800, c'est-à-dire qu'on est 2 siècles avant l'inauguration retentissante du pavillon des Sessions, et déjà, 2 fois par semaine, Geoffrey utilise très concrètement des artefacts extra-européens, notamment des objets océaniens, à des fins pédagogiques. Donc voilà, un exemple d'enquête parmi ces cinq parties pour essayer au terme de ce parcours, montrer que l'ethnologie, loin d'être étrangère au Louvre comme on pouvait le penser, eh bien fait pleinement partie de l'ADN de ce grand musée. Voilà, je m'arrête là parce que je vois qu'il reste un peu de temps pour la question. Voilà. Avant de prendre quelques questions, et nous avons 10 minutes pour cela, je voulais dire que Pierre, vous serez aussi au stand des éditions Azon à 16h et que vous dédicacez pendant 2 heures. Donc vous avez... Ah si, je crois que c'est écrit, en tout cas c'est sur le programme. Et donc vous pourrez voir le beau livre et aussi discuter plus avant. Donc c'est de 4h à 6h. Au stand des éditions Azan, Musée du Louvre. J'aurais dû le dire, c'est aussi l'éditeur de ce livre. Alors, y a-t-il des questions autour de ce parcours ? Et puisque vous parlez des éditions Azan, j'en profite pour saluer et remercier mon éditrice Anna Bartaccini qui est ici présente et qui a fait un travail sublime. Merci. Ah oui, le papier est magnifique aussi. Bref, on pourrait continuer longtemps. Mais oui, on le verra. Ouais. Et oui, s'il y a des questions, monsieur. On est au conseil départemental, alors c'est parfait. Micro, oui. Merci beaucoup, c'était passionnant. Juste une question par rapport au parti pris que vous avez pris de commencer par la fin. Est-ce que c'est vraiment la fin ? Le pavillon des Sessions, je crois qu'il est fermé ou sur le point de l'être, pour une réorganisation qui est peut-être un peu liée à tous ces débats que vous évoquez et qui sont plus présents que jamais. Est-ce que c'est pas comme une réminiscence de ce que était la salle de la sauvagerie à l'époque et qu'on n'est pas encore en train de réinterroger la place de ces objets au Louvre ? Décidément, l'histoire n'est peut-être pas finie. Vous avez entièrement raison, l'histoire n'est pas finie, mais là je suis un peu jugé partie, parce que j'ai un peu partie prenante dans la mesure où cette reconfiguration du pavillon des Sessions résulte en grande partie de cette chaire du Louvre en 2022. Et donc ça a été un déclenchement. Disons que il faut dire que ce sujet des musées disparus, c'est à la suite de discussions avec Laurence Descartes, qui est 19e et qui connaît parfaitement cette histoire-là. Donc elle avait évidemment en tête de repenser, de revisiter cette histoire. Et c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, et c'est très important, c'est que ce travail très intense qui a été effectué pendant l'année 2022 et un peu après, eh bien, n'a été possible que grâce à la contribution, à l'aide de toutes les équipes du Louvre. C'est-à-dire à la fois les conservateurs, les conservatrices, les restauratrices, restaurateurs, les documentalistes. C'est le peuple du Louvre, en fait, qui est très nombreux, qui m'ont accueilli très chaleureusement et qui ont contribué de manière décisive, évidemment, à ce travail et à cette chaire du Louvre. Parce que vous imaginez que là, je n'ai pas pu en parler, mais je suis pas du tout spécialiste de peinture espagnole, par exemple, et je consacre un chapitre à la galerie espagnole, bon, etc. Et donc, il fallait absolument s'appuyer sur ces expertises. Et donc, je pense que Laurence Descartes a saisi l'occasion de cette chaire pour, au terme de la chaire, lancer la reconfiguration. Donc, cette histoire est en cours, elle reste à écrire, et je pense que pour le coup, les équipes du Louvre sont armées pour faire évoluer à la fois la scénographie, il y a un travail de contextualisation aussi considérable à faire. Je vous rappelle que l'inauguration de 2000 est marquée aussi par une discordance dans les interprétations et les termes, puisque sur certains cartels figure en 2000
l'expression d'art primitif, alors que dans le catalogue en 2000 de l'inauguration du pavillon, eh bien, l'expression privilégiée est celle d'art premier. C'est-à-dire que vous voyez que même en 2000, il y a une hésitation et une tension entre les différentes catégories, et donc il faut évidemment être très vigilant, que d'une certaine manière tout reste à faire, mais que le travail est en cours, et je précise que ce travail est le fruit d'un partenariat étroit, mais vous le savez sans doute, entre le musée du Louvre et le musée du Quai Branly. C'est qu'ils travaillent intensivement sur cette question de la reconfiguration du pavillon des sessions. Mais vous avez raison, c'est vraiment, on le voit bien, c'est très français, c'est-à-dire qu'on s'inscrit aussi par là même dans une forme de continuité, avec des équipes qui changent et des conceptions aussi qui évoluent assez rapidement. Je crois qu'on a le temps pour encore une ou deux questions. Oui, madame. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui est absolument passionnante et sur le sujet. Et justement, je voulais savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce sujet de recherche. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement? Et à quel point est-ce que ça a pu être compliqué de retracer tout ce que vous avez fait? Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va rentrer dans la petite cuisine historienne. En fait, c'est sans doute la question la plus intéressante, je pense, à poser aux chercheuses et chercheurs qui interviennent à Blois et ailleurs. C'est qu'en fait, à l'origine, c'est pas du tout le premier projet proposé, précisément à Laurence Descartes, lorsqu'elle m'a confié la chaire du Louvre. J'avais choisi au début la facilité, alors ce que je pensais de la facilité, c'est-à-dire une histoire mondiale du Louvre. Alors j'avais envisagé toute une série de thématiques, voilà, les Louvres dans le monde, voilà, depuis, je sais pas moi, la ville de Daphne, vous connaissez peut-être, où on reproduit les chefs-d'œuvre du Louvre à l'appel en ce moment en Chine, aux copies du Louvre, etc. Bon, et en fait, je me suis aperçu que ça n'était pas à la fois, bon, c'était pas très cohérent, et c'était pas intéressant. Qu'en plus, Bénédicte Savoie avait produit un travail, très convaincant sur le sujet, quasiment, au même moment. Elle avait commencé avant, et voilà. Donc c'était pas la voie à suivre. Et c'est à la suite de discussions, comme je l'ai dit, avec Laurence Descartes, qui est une éminente 19e-iste, qu'on a commencé à échanger à ce sujet et m'est revenu à l'esprit mon travail qui a été évoqué par Guillaume sur l'histoire contrefactuelle et l'histoire des possibles, des futurs non advenus. Donc il y a un livre paru et coécrit avec Quentin Deluermoz. Et donc m'est revenue cette question des possibles musées, des projets de musées. C'est pour ça que je vous disais que le texte de Taxil Delors avait été était une source d'inspiration décisive, et donc tout naturellement, voilà, je me suis très rapidement en fait orienté vers ce sujet-là. Oui, alors on m'a donné le micro, donc j'en profite. Je voudrais savoir si, à l'échelle des musées des beaux-arts de province, qui sont quelque part des petites répliques d'un Louvre bien plus grand, évidemment, mais qui ont cette même volonté très souvent d'embrasser plusieurs centaines d'années artistiques, des courants venus extra-européens, mais où on voit encore parfois une hiérarchisation des collections qui rappelle un peu la fin du 19e pour les grands musées parisiens. Alors, est-ce qu'il y a actuellement le même courant qui permettrait de peut-être gommer un peu cette hiérarchisation qui est autant parfois dans la dénomination? J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, art primitif. Cette hiérarchisation se fait aussi spatialement, des fois. Il arrive qu'une pièce un peu à l'écart soit un véritable cafouche de trophées venus d'endroits très différents, d'armes, de photographies, etc. Ou alors parfois c'est en bas
en dessous le sol, en sous-sol. Est-ce qu'il y a un même mouvement de réorganisation, je dirais, des collections en tenant compte du regard nouveau pour beaucoup et qui est porté sur ces arts premiers? Merci madame, je réponds très rapidement parce que c'est ça, il faut partir dans 1 minute. Ça vous suffira, c'est pas si compliqué que ça. Une excellente question. Alors là aussi, le travail est en cours et les nouvelles générations de conservatrices, je dis conservatrices parce qu'il y a beaucoup de conservatrices qui se sont emparées de cette question. Dans les musées des beaux-arts de province, comme on dit, vu de Paris, donc des régions, qui sont en train alors ça prend énormément de temps et ça nécessite beaucoup de ressources humaines, c'est ça le problème. Et donc, je vous donnerai un exemple avec une exposition en cours que je vous invite à aller visiter au musée des Beaux-Arts de Nancy, une exposition intitulée « Faut-il brûler les musées ?» Faut-il brûler les musées? Et là, en réalité, le sujet de cette exposition, c'est précisément l'histoire des collections du musée de Nancy. C'est-à-dire comment ce petit Louvre s'est construit à partir des saisies révolutionnaires. Vous savez ce qu'on appelait les conquêtes artistiques. Hein, bon. Et des saisies révolutionnaires qui font que le musée des Beaux-Arts de Nancy possède une collection extraordinaire de tableaux allemands, italiens, etc., qui n'ont pas été restitués, parce qu'on oublie de dire que ces tableaux-là ont parfois été restitués pour ceux qui ont été conservés dans les collections parisiennes, et notamment au Louvre. Il y a eu certaines restitutions, Bénédicte Savoie a parfaitement étudié cette question. En revanche, dans les provinces, eh bien, les maires, les responsables de musées, à la fin de l'époque napoléonienne, se sont mobilisés pour conserver leurs collections, et ils y sont parvenus. Et donc cette exposition, pour la première fois depuis le début du 19e siècle, hein, montre bien comment s'est constituée cette collection d'un grand musée des Beaux-Arts de province. Et au fond, eh bien, elle montre bien comment les conservateurs et les conservatrices aujourd'hui ont bien conscience de la nécessité de revisiter cette histoire voilà, qui est longue de 2 siècles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.